Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 5 pour un nouveau documentaire de la fabrique du mensonge. Ce soir, nous partons dans l'espace. L'homme n'a jamais marché sur la Lune. La Terre est plate et les extraterrestres sont parmi nous. Ces affirmations qui vous semblent peut-être saugrenues sont de plus en plus partagées, mais pourquoi et comment? Réponse dans un instant, on se retrouve après le film. Je serai avec le scientifique Étienne Klein, le théologien Jacques Arnoux, le spationaute Jean-François Clairvoy et la journaliste Natacha Triou pour une discussion qui s'annonce passionnante. Espace, les fake news contre-attaquent, bon film. A close-up view of Thomas Pesquet. Pesquet right now is making his way over to the mobile transporter where this Thomas Pesquet en apesanteur. C'est l'image que nous avons de l'astronaute français qui a passé le plus de jours dans l'espace. L'image d'un aventurier hors norme, a priori incontestable. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Hi everyone, thanks for coming. Hello Thomas Pesquet. Hello. Thomas Pesquet existe, je l'ai rencontré. Bonjour. Bonjour. Il y a quelque chose quand même de l'ordre d'une rockstar. Pesquet, l'astronaute le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux, a fait de ses voyages une épopée numérique pour rendre son quotidien dans l'espace accessible à ses 5 millions d'abonnés. C'était pas une mission que l'agence m'a donnée à la base, parce que on voit pas les astronautes dans l'espace pour tweeter ou prendre des photos. C'est des choses qu'on fait sur notre temps libre, c'est des choses qu'on fait parce qu'on a envie de le faire. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était important. Aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus important. Il faut partager ces trucs-là. Mais ce dont Thomas Pesquet ne parle jamais, ce sont les attaques dont il est victime sur ces mêmes réseaux sociaux. Thomas, tu es un gros menteur. L'espace n'existe pas. Imposteur et menteur qu'on affiche en héros. Putain de menteur, dégage fumier. Arrête de prendre l'humanité pour des cons. Régulièrement, il est accusé de fabriquer de fausses images, comme si lui et les autres astronautes avaient tout inventé. Il y a aussi ce côté anonyme qui fait que c'est vachement plus difficile de venir me voir et de me dire t'es qu'un gros menteur et un gros fumier. Je veux dire, personne ne le fait dans la vraie vie. Par contre, sur Internet, les gens se permettent de le faire. Toute cette parole-là, elle s'est beaucoup décomplexée. Toutes ces théories du complot, tout ça, ça a clairement empiré, malheureusement. Ces attaques sont le résultat d'un demi-siècle de doutes et d'érosion de la confiance en nos connaissances. Une longue offensive contre la science, des premiers pas sur la Lune en 69, jusqu'à nos jours. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Boosters ignition. Depuis des années, l'exploration de notre univers fascine. Mais elle est aussi devenue un enjeu majeur de désinformation et l'objet de remises en cause complotistes de plus en plus virulentes. L'espace a toujours été un enjeu stratégique, mais il va le devenir de plus en plus. Et donc il sera aussi plus l'objet de théories complotistes. Vous trouvez sans doute amusant de croire que les extraterrestres sont parmi nous. Absurde de croire que la Terre est plate. You don't live on a ball, the earth is flat. I got flyers for you right here. You can check out my YouTube, okay? Ou surprenant de douter des premiers pas de l'homme sur la Lune. Certaines scènes sont photographiées comme sur un plateau de cinéma avec d'énormes projecteurs et des panneaux réflecteurs de lumière. Pourtant, ceux qui adhèrent à ces théories du complot sont de plus en plus nombreux. Partout dans le monde, ils bousculent des siècles de savoir scientifique en faveur de leurs croyances. On a des gens qui nous expliquent que c'est un grand complot des darwiniens, des scientifiques et des athées pour cacher au monde l'existence de Dieu, la création. C'est la reprise en main de l'accession et de la production du savoir et de la connaissance. Des théories qui sont loin d'être anecdotiques. Elles soulignent une érosion de la confiance en nos institutions et en nos démocraties. Tous nos gouvernements sont tous au courant de la présence extraterrestre. Et pourquoi ils nous le cacheraient alors? C'est parce que pas perdre le contrôle. Un discours qui est aussi instrumentalisé par des figures politiques pour déstabiliser leurs opposants. Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes.
Que disent toutes ces théories de nos croyances, de nos connaissances et de notre rapport au monde? L'espace, c'est complètement faux. Ça a toujours été faux. Vous ne le savez pas encore. C'est dommage. Bienvenue dans la fabrique du mensonge. It's 81 degrees in Manhattan, Queens, and Brooklyn, 80 on Staten Island, and in the Bronx it's 82. Tout commence le 16 juillet 1969. We are counting down toward the launch of the Apollo 11, put man's feet on the moon. Le monde se prépare à suivre en direct l'un des événements les plus commentés de l'histoire de l'humanité et qui va devenir quelques années plus tard l'un des plus controversés. 40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. Neil Armstrong reported back when he received the good wishes. Thank you very much. We know it will be a good flight. Good luck and Godspeed. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down. 4 jours après le décollage, dans la nuit du 20 au 21 juillet, 600 millions de personnes observent les astronautes américains descendre de leur module et marcher pour la première fois sur la Lune. En direct, ils entendent Neil Armstrong prononcer cette phrase devenue historique. It's one small step for man. One giant leap for mankind. Quelques minutes plus tard, les téléspectateurs voient Neil Armstrong rejoint par Buzz Aldrin planter le drapeau américain face à un ciel noir sans étoiles. Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a... Alors, lors de la mission Apollo 11, on avait une télé noir et blanc que mes parents venaient d'acheter, justement pour suivre ces programmes, entre autres, et nous les faire vivre, nous permettre de nous émerveiller, nous enfants, de voir ce dont est capable l'espèce humaine. Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you. Over. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. Et de voir sur l'image le président américain et les astronautes Buzz Aldrin et Neil Armstrong sur la Lune, et qui se parlent à la radio, et on entend ça en direct dans le salon de notre appartement, je trouvais ça fascinant. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. En pleine guerre froide, avec ses premiers pas sur la Lune, les États-Unis viennent de remporter une grande victoire, la course à l'espace, lancée 12 ans plus tôt. Déjà, il faut savoir pourquoi l'être humain est sur la Lune. L'être humain est sur la Lune, c'est parce que les Américains ont voulu, en pleine guerre froide, avoir une première spatiale, parce que les Soviétiques avaient fait le premier satellite avec Sputnik, le premier humain dans l'espace avec Yuri Gagarin. Et ce conflit-là a fait qu'il y a eu des sommes colossales qui ont été mises dans un programme qui jamais n'aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu ce conflit idéologique. Dès le lendemain de l'alunissage, la Pravda, le premier journal de propagande de l'Union soviétique, relaie cette information sans jamais remettre en cause cet exploit. S'ils avaient pu faire quoi que ce soit pour nuire à l'autre, ils l'auraient fait. Mais non, parce qu'ils savaient bien que c'était vrai, parce qu'ils le faisaient aussi, eux, de leur côté, ils voulaient y aller à la course à la Lune. Les membres d'Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, deviennent des héros. La dimension géopolitique de cette mission en fait une fierté nationale. Sept ans plus tard, en 1976, l'ambiance est tout autre. Les pertes liées à la guerre du Vietnam ont fragilisé la parole officielle. Et le récent scandale du Watergate a poussé Nixon à la démission. Les autorités américaines font face à un mouvement de défiance sans précédent. De plus en plus de personnes commencent à imaginer d'autres mensonges d'État, des complots.
Il faut aussi rappeler que la course à l'espace, ça va à une vitesse gigantesque. C'est-à-dire qu'il y a quand même un saut technologique très très rapide qui peut être effectivement surprenant. Qui ne l'est pas quand on voit la quantité d'argent qui a été investi dans le programme lunaire. Hein. Il faut rappeler qu'on parle de milliards de dollars contemporains. Donc ça fait un assemblage qui est propice à l'éclosion d'idées conspirationnistes ou de théories selon laquelle tout ça est un vaste mensonge. C'est dans ce contexte qu'un homme émet pour la première fois des doutes sur la réalité de la mission Apollo 11. Son nom, Bill Kaysing. Ancien officier de la marine américaine, il travaille pour l'une des sociétés qui participent à la fabrication des fusées. En réinterprétant des documents de la NASA, il écrit un livre où il assure avoir connaissance d'un complot gouvernemental. Le voyage sur la Lune est un canular. Mais le plus important dans tout ça, c'est que ce n'est pas le seul canular inventé par ceux au pouvoir. Selon lui, les Américains ne seraient jamais allés sur la Lune. Le programme Apollo n'aurait été qu'une fiction pour gagner la course à l'espace contre l'Union soviétique. Toutes ces images auraient été tournées en studio. Et faisant cela, il répond à une attente aussi, d'une certaine manière. Il va trouver un public très curieux, des arguments qu'il défend pour expliquer qu'on n'a jamais posé le pied sur la Lune. Mais quand on regarde, il faut bien voir que Bill Kaysing, il n'est pas ingénieur, il n'est pas scientifique du tout. Il s'occupait de faire des corrections et de faire des corrections de documents. La publication de ce premier livre, en 1976, installe malgré tout la théorie de Bill Kaysing, baptisée Moonhoax, littéralement le canular de la Lune. Pendant des années, le livre circule essentiellement dans les cercles conspirationnistes, jusqu'à l'apparition 30 ans plus tard d'une nouveauté technologique qui va donner à cette théorie une nouvelle ampleur. Début 2000. Sur Internet, un nouveau type de site fait son apparition, les blogs. Ces sites Internet que tout le monde peut créer et mettre à jour pour y raconter sa vie, livrer ses opinions ou ses croyances, sans aucune modération. À partir des années 2000, tout le monde va gratuitement pouvoir ouvrir son blog et parler potentiellement au monde entier. Vous pouvez aller sur Internet et voir des personnes vous expliquer comment tout cela a été truqué. Et un sujet agite certains blogueurs, les premiers pas sur la Lune, auxquels ont pourtant assisté des millions de personnes. La blogosphère, dont un certain Bart Sibrel reprend la théorie de Bill Kaysing. La vérité va vous étonner. Et ça, c'est la première fois que chacun a un droit équivalent à la liberté d'expression sans limite. Il y a des charlatans qui font ça pour vous vendre tout et n'importe quoi. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent sincèrement qu'ils ont découvert quelque chose. Des internautes s'interrogent sur le drapeau planté sur la Lune. Comment le drapeau peut-il flotter quand sans atmosphère sur la Lune, il n'y a pas de vent? Une interrogation qui a en réalité une réponse pratique. Les gens qui ont emmené un drapeau savaient qu'il n'y avait pas de vent, donc ils ont pensé à faire quelque chose pour qu'on arrive à voir le drapeau. Roger, the EVA is progressing beautifully. I believe they're setting up the flag now. Il fallait que ça puisse être déployé avec des astronautes qui ont des gants. C'est pas facile, hein, c'est pas des gants très simples, c'est bon, dans les scaphandres rigides, etc. Et c'est une petite tige qui maintenait le drapeau pour pouvoir éviter qu'il tombe, quoi. Et c'est vrai que la petite tige métallique qui ressemble à une bande était un petit peu, un peu tordue en quelque sorte, et donne cette impression d'un drapeau qui est dans le vent. D'autres blogueurs se demandent si l'absence d'étoiles dans le ciel est normale. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Une observation, là encore, interprétée de façon biaisée. Pour ce qui est des étoiles qui n'apparaissent pas, lorsqu'il fait jour sur la Lune, le sol est éclairé et vous ne verrez pas les étoiles dans le ciel. Parce que oui, quand les membres d'Apollo 11 se sont posés sur la Lune, il faisait jour et c'est pour ça qu'on ne voit pas les étoiles dans le ciel puisque le soleil est trop brillant et que les étoiles disparaissent comme sur Terre. Ces commentaires erronés nourrissent une théorie anti-système qui, via Internet, se répand dans le monde entier. En 2001, une nouvelle étape est franchie. La théorie est reprise sur une chaîne de télévision américaine à une heure de grande écoute. La Fox, qui est la chaîne d'infos conservatrice
aux États-Unis, va diffuser un documentaire qui veut prouver que personne n'a jamais marché sur la Lune. Tonight, liftoff. We have a liftoff. We investigate the most extraordinary event of the 20th century. La Fox, alors en quête d'une meilleure audience, espère attirer de nouveaux téléspectateurs. On conspiracy theory, did we land on the moon? Decide for yourself. Tous ces documentaires, ce sont des pantomimes de documentaires sérieux, journalistiques. On reprend les codes de la narration journalistique, de l'enquête d'investigation, au service d'un propos qui, lui, pour le coup, n'est pas sérieux. Et l'illusion fonctionne très bien. La Fox donne la parole à des experts scientifiques controversés et à l'écrivain complotiste Bill Kaysing qui répète sa théorie. The reason I believe that NASA and the government faked the moon landing was basically it was technically impossible to do it. Pendant 45 minutes, la Fox déroule presque un par un les arguments de Bill Kaysing qui circulent déjà sur les blogs. Kaysing observed that despite the clarity of deep space, the stars were missing from the black lunar sky. He saw the American flag waving, even though there is no air on the moon. Quelques jours après sa diffusion, le film fait polémique comme l'espérait la Fox. La NASA répond en quelques mots sur la première page de son site. Bref, et ferme. Une émission fait ressurgir de vieilles questions qui se demandent si la NASA a vraiment envoyé des astronautes sur la Lune. Oui, nous l'avons fait. Mais la Fox insiste et rediffuse le film avec toutes ses contre-vérités une deuxième fois. En tout, il est vu par 15 millions de téléspectateurs. Une tribune sans précédent pour la théorie du Moon Hoax. Effectivement, là, il y a une responsabilité extrêmement importante des médias parce que ces informations circulent, soient partagées sur des forums, sur des blogs, par des petits groupes d'individus, c'est une chose. Que les circuits d'information principaux, qui par ailleurs, paradoxalement, sont critiqués par ces personnes qui sont sur les forums, d'un seul coup s'en emparent, ça légitime la pensée conspirationniste et donc du coup ça a un effet amplificateur absolument désastreux. Désormais installée, la théorie se répand et touche toutes les couches de la société. Ses adeptes passent à une nouvelle étape de leur offensive, dénoncer les anciens héros et leurs mensonges. Été 2002. Quelques mois après la diffusion du documentaire de la Fox, un blogueur qui relaie depuis plusieurs années les théories de Bill Kaysing prépare un nouveau film sur la théorie du Moon Hoax. Son nom, Bart Sibrel. Bart Sibrel, c'est une grande figure du conspirationnisme qui a fait un certain nombre de films et qui s'était donné pour mission divine, faut-il le préciser, de prouver que les astronautes n'ont pas marché sur la Lune. Mr. Collins, Bart Sibrel, ABC Digital. Sa stratégie, se faire passer pour un journaliste et aller à la rencontre des astronautes de toutes les missions Apollo pour leur demander de jurer, main sur la Bible, qu'ils n'ont pas menti. Bart Sibrel les poursuit un à un sans relâche. Ici, Michael Collins, poursuivi dans un supermarché. Même dispositif pour Neil Armstrong que Bart Sibrel vient surprendre en marge d'une conférence de l'astronaute. You have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. Please I have give the it to tape. charity. That'd be fine. Why don't you swear to? Why not? Why won't you do it? Mr. Sibrel, knowing you, that's probably a fake Bible. Ou Eugene Cernan, le dernier à avoir foulé la Lune en 1972, qui finit par céder et jurer sur la Bible. Absolutely. I think this is ludicrous, and I want you to put that on film. It's ludicrous. I swear. Les héros deviennent des figures traquées. It's okay. Take your stuff and get the fuck out. You want me to knock you in the head? Well, I want you to swear to God on the Bible that you walked on the moon. Okay, turn off the camera. Your interview is done. I've given you all the time I'm going to give you. Good to meet you. I don't say it's a pleasure. And I think you're an asshole. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of you if you don't leave me alone.
Le harcèlement atteint un tel niveau que certains finissent par craquer. Howdy, Buzz. Who's that? How's it going? Remember me? What's your name? Bart Sibrel. Comme ce jour de septembre 2002, dans les couloirs d'un hôtel de Beverly Hills en Californie. Bart Sibrel, suivi par ses propres caméramans, accoste Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Well, you're the one getting money for something you didn't do. You're getting a lecture for walking on the moon when you didn't. Well, that's called being a thief. That's called being a thief. Do you think you can get to heaven without repenting? Buzz Aldrin, excédé, tente de se défaire de Bart Sibrel. Mais le pseudo-journaliste le poursuit jusque dans la rue. Toujours une Bible à la main. Moi, j'ai rencontré pratiquement tous les hommes qui ont marché sur la Lune. Et la première question que je leur posais, c'est alors comment c'était, enfin, comme un enfant, quoi. Comme un enfant. Ils me montraient toujours une petite pièce en disant, voilà, quand on est sur la Lune, on voit la Terre grosse comme ça. Et je leur demandais, mais qu'est-ce qui vous a agacé dans ce voyage? C'est qu'on ne nous croit pas. Comment ça qu'on ne vous croit pas? Oui, ils ne supportaient pas que des gens disent qu'ils n'y avaient pas été. Dans les rues de Beverly Hills, le ton monte. Bart Sibrel insiste, ne lâche pas Buzz Aldrin, qui tente de retourner dans l'hôtel. You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if I ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief. C'est en quelque sorte évident que la figure de l'astronaute soit attaquée dans le cadre de ces théories du complot, puisque elle représente en quelque sorte l'establishment, en tout cas la science, les États qui vont envoyer des personnes sur la Lune. On est visible pour le meilleur et pour le pire. Hein. Le spatial, c'est des milliers de gens partout dans les centres, comme ici, comme ailleurs, qui travaillent. Et nous, on est plus visibles que les autres, donc c'est normal qu'on nous tape dessus en premier lieu. Bart Sibrel échoue à écorner l'image de la légende et celle des astronautes, mais cherche toujours à convaincre. En 2013, après avoir sorti ses films en DVD, il trouve enfin un canal de diffusion efficace. YouTube, la plateforme qui vient de dépasser le milliard d'utilisateurs. Les images de Bart Sibrel y trouvent une seconde jeunesse et un écho mondial. L'arrivée de YouTube a évidemment été un tournant ou un moment important dans ce complotisme spatial en général et notamment lié à l'alunissage, parce qu'il a permis simplement à notamment des réalisateurs sur YouTube de concocter leur propre petit documentaire avec la puissance que peut avoir la vidéo. YouTube lui permet d'accroître son audience. Les contenus qu'il a filmés il y a 10 ans sont enfin vus plusieurs centaines de milliers de fois. Et Bart Sibrel n'est pas le seul propagateur du Moonhoax à saisir la puissance de la plateforme. Hello les amis, nous voici à nouveau réunis pour une émission exceptionnelle car aujourd'hui... Partout dans le monde, d'autres influenceurs ouvrent des chaînes YouTube où ils relaient leurs désinformations sur les missions lunaires. Les preuves que les Américains n'y sont jamais allés sont si énormes, si incroyablement détaillées que je pourrais pas les traiter, sinon il me faudrait une émission de 24 heures. Ce qui est remarquable chez ceux qui croient à ces choses-là, c'est qu'ils traitent l'information différemment. Ils ne prennent que les informations qui renforcent leur système de croyance. Et si vous discutez avec eux, ils vous diront « Oui, mais qu'en est-il de ceci? Et qu'en est-il de cela ?» Ces influenceurs sur les réseaux sociaux ont du pouvoir, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui vous ressemble. Ce ne sont pas des gens enfermés dans une tour d'ivoire académique. Ils n'utilisent pas de langage complexe et scientifique qui met à l'écart. À la fin des années 2010, 50 ans après la première mission, un Français sur 10, un Britannique sur 6, près d'un Russe sur 2, pensent, selon différents sondages, que l'humain n'a jamais posé le pied sur la Lune. La société dans laquelle moi j'ai envie de vivre, c'est une société dans laquelle le savoir scientifique est partagé et qu'il serve de socle pour des découvertes futures et des avancées futures. Le complotisme, ou ce qu'on pourrait appeler l'obscurantisme aussi, ou je sais pas quoi, essaie d'empêcher ça. Empêcher.
contredire la parole scientifique. Désormais, la moindre déclaration des astronautes est l'occasion pour les partisans du Moon Hoax de déclencher des attaques. « 28 août 2022. Bonsoir, ou plutôt bonjour Thomas. Depuis la base de lancement de la NASA, Thomas Pesquet évoque sur France 2 la prochaine mission sur la Lune. Donc dans 3 ans, peut-être 4 ans, ce sera le grand retour de l'homme et de la femme sur la Lune. Alors vous parlez d'équipage? Thomas Pesquet détaille les conditions de ce voyage, aujourd'hui prévu pour 2026, quand il prononce une phrase que les complotistes vont détourner. Il y a un facteur en cité et là on va vraiment aller très loin, aussi loin qu'aucun être humain s'est jamais éloigné de la Terre. Aussi loin qu'aucun être humain ne s'est jamais éloigné de la Terre. Très vite, la phrase de Thomas Pesquet se transforme en un nouvel argument pour les partisans du Moon Hoax. La preuve du soi-disant mensonge de 1969. Alors, qu'aucun être humain ne s'est jamais éloigné de la Terre. Aussi loin. Okay. Je sais pas. Là, il nous annonce clairement qu'on n'y a pas été, tout simplement. Dans un contexte de défiance généralisée envers la science depuis le début de la crise du Covid, des milliers de messages qui remettent en cause les missions lunaires déferlent sur les réseaux sociaux. Sacré Thomas, à force de mentir, on s'en mêle les pédales. Ah tiens, c'est bizarre ça. Je croyais que l'homme y était déjà allé. Qu'est-ce qu'on rigole avec ces menteurs? Un grand classique dans la complosphère, c'est d'utiliser les propos de ceux qu'on perçoit comme étant nos ennemis, ou les propagateurs de l'information officielle du système, pour que ça fasse dire autre chose que ce que voulaient dire évidemment l'émetteur d'origine. Et Thomas Pesquet a été, par exemple, victime de ce dispositif-là. Mécaniquement, des centaines d'internautes, pas forcément complotistes, mais exposés aux messages qui reprennent la phrase de Thomas Pesquet, s'interrogent eux aussi. Je suis déçu. Je l'ai vu marcher sur la Lune en direct. Vous me gâchez mon souvenir d'enfance. Moi, j'y croyais à l'homme sur la Lune, jusqu'à ce que je vous entende dire qu'aucun homme n'est jamais allé aussi loin. Pendant l'interview, s'il ne remet pas en cause les précédentes missions, Thomas Pesquet ne précise pas que les prochains voyages lunaires passeront 40 000 miles derrière la Lune, soit plus de 60 000 km. En l'occurrence, plus loin qu'aucun être humain n'est jamais allé, comme le montre cette animation diffusée pendant l'interview. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça a été hyper repris. Les gens ont pris ça pour « Ah, il a dit qu'ils y étaient jamais allés » alors que je sais pas, il me semble que ça veut pas dire ça. Mais c'est le symptôme de ça, c'est que les gens, en fait, ont cette... comment dire, c'est 99,9%, c'est des preuves qu'ils ont tort, en fait, mais ils vont choisir vraiment le 001, où là, ils pensent que ça confirme les choses. Tu vois, donc ça prouve bien que, en fait, ce qui se joue, c'est pas un débat scientifique rationnel, c'est autre chose. Aller de l'autre côté de la Lune et d'en faire le tour, c'est plus loin que d'atterrir sur la face la plus proche que nous. C'est pas très compliqué de le voir comme ça, mais dès l'instant où on voit le monde à travers un prisme de mensonges permanents, je comprends qu'on entend d'autres choses. Fabriquer de fausses informations à partir de déclarations tronquées des astronautes, Thomas Pesquet n'est pas la seule victime de cette méthode de plus en plus utilisée. Sur TikTok, la parole d'une autre figure emblématique, Buzz Aldrin, est détournée pour lui faire dire qu'il n'a jamais été sur la Lune. Neil Armstrong and I pulled off humanity's first extraterrestrial prank. The second man on the moon. Mais la vidéo, présentée comme un aveu, est en réalité un sketch, issu d'une émission de télé américaine. Half a century. On July 20th, 1969, Neil Armstrong and I pulled off humanity's first extraterrestrial prank. Just before we left the lunar module, we switched spacesuits. You want proof? Push in on the reflection in the helmet. You can tell it's me. La question du vrai et du faux est secondaire. On a affaire à des gens qui se comportent un peu comme des supporters d'une équipe de foot. Un peu des hooligans de l'information. Ils vont saccager l'information, parce que ce qui importe, c'est pas d'avoir raison, c'est que leur équipe gagne. Et ces manipulations fonctionnent.
Rien que sur TikTok, elles sont vues plus de 10 millions de fois. Face à cette vague mondiale, Thomas Pesquet, régulièrement attaqué, décide d'y répondre sur Twitter. Mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça une fois de plus? Bien sûr que oui, l'humain est allé sur la Lune pendant l'émission Apollo et on va y retourner. Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, ça commence à me saouler cette histoire parce que, je sais pas, ça me fait de la peine pour tous les gens qui ont bossé sur la mission et qui sont brillants, qui ont des bonnes valeurs, qui sont positifs, qui investissent énormément. Donc tu peux pas les nier. Je veux dire, c'est trop facile de dire ça n'existe pas. Mais c'est bizarre, des fois, c'est des insultes un peu gratuites. Tu te dis, bon, bah, ouais, ok, les gens qu'on connaît pas, qui t'insultent sur le réseau pour des choses qu'ils connaissent pas, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Cette défiance envers la science ne se limite pas à des citoyens sceptiques. Elle est aussi utilisée par des politiques pour alimenter leur bataille idéologique. « 7 mai 2023. À l'heure où des Américains s'apprêtent à retourner sur la Lune, Dmitri Rogozin, ancien vice-président russe et directeur de l'agence spatiale Roscosmos, réveille, des années après la fin de la guerre froide, le conflit spatial entre les États-Unis et la Russie. Sur les réseaux sociaux, il met à son tour en doute la réalité de l'alunissage de 1969. Je ne comprends pas comment les États-Unis, avec leur niveau de technologie, ont fait dans les années 60 ce qu'ils ne peuvent pas faire maintenant. Rogozin ne choisit pas cette période au hasard. En ce printemps 2023, l'exploration spatiale est redevenue un enjeu politique, incluant désormais d'autres acteurs que la Russie et les États-Unis. On est dans une période, en tout cas, de course de tension entre la Chine et les États-Unis qui se voient dans la course à la Lune. On voit moins la Russie dans cette course à la Lune puisque la Russie a moins les moyens d'investir aujourd'hui que par le passé dans des expérimentations de ce type-là. Rogozin était là au service d'une idée extrêmement simple, c'est qu'ils ont été les premiers et les plus importants pendant très longtemps, et que ce statut-là qu'ils sont en train de perdre ne doit pas être déconsidéré. Donc c'est un message politique. Pour diffuser son message, Rogozin utilise l'application russe de messagerie Telegram, où il compte près de 100 000 abonnés. Alors des hommes comme Rogozin, quand ils sont sur Telegram, ils sont sur un vecteur qui est d'abord russe. Et si vous voulez être entendu aujourd'hui, il faut être sur Telegram. Qui plus est, ils savent très bien que tous les experts et tous les journalistes vont lire Telegram et décrypter. En quelques heures, son message complotiste sort des frontières de Telegram. Il est relayé par les partisans du Moonhawk sur tous les réseaux sociaux. Cette stratégie, qui consiste à semer le doute, s'organise avec la complicité du Kremlin. Elle apparaît, quelques mois plus tard, au plus haut sommet de l'État. À Moscou, en novembre 2023, Vladimir Poutine est l'invité d'un salon sur l'intelligence artificielle. Aux côtés du président et d'un homme d'affaires russe, un troisième, présenté comme un expert de l'intelligence artificielle, soutient qu'un logiciel de Google prouverait que les images des pas américains sur la Lune ont été trafiquées. А это то, что кажется не настоящим? Да, вот то, что красное. Это сетка гугловская, не наша. Так, чтобы не было предвзятости никакой. Une information qui sera très vite contredite par Google, qui affirme n'avoir aucun lien avec cette analyse. Aujourd'hui, il n'y a aucun outil qui permet à 100% de vérifier qu'une image est réelle ou altérée, c'est-à-dire synthétique, qui a été créée par intelligence artificielle. Mais sur place, Vladimir Poutine va répondre par un seul mot. Intéressant. Pour la première fois, Poutine, qui jusque-là n'avait jamais remis en cause le voyage américain, donne du crédit aux Moonhawks. Ça ne peut pas être improvisé. En fait, c'est aussi quelque chose sur quoi j'essaye d'insister assez fréquemment, c'est qu'on ne peut pas croire que dans l'espace public russe, quand intervient le premier personnage de l'État, il y a une forme de spontanéité et une forme de marge de manœuvre qui est laissée. Non, les gens sont sélectionnés, on pourrait même dire castés, et c'est scénarisé. Mais si on va sur le chemin de l'irrationnel, est-ce que Vladimir Poutine est irrationnel et
croit sincèrement que les États-Unis ne seraient jamais allés sur la Lune. Non, je ne le crois pas. Je pense qu'il est parfaitement conscient qu'il pousse à ce moment une rumeur. C'est une vraie manière de créer du chaos et de déstabiliser. Ils l'ont vécu en plus, l'alunissage, et ça n'a jamais été remis en cause par la Russie à l'époque. Et donc que ces gars-là qui y croient parce qu'ils l'ont vécu, et puis ils savent que c'est vrai, le disent aujourd'hui, c'est clairement dans un but de nuire. C'est comme ça. Pour les adeptes du Moon Hoax, la séquence du président russe marque un tournant. Selon eux, 55 ans après Apollo 11, un représentant d'État reconnaîtrait enfin le mensonge. Poutine serait dans leur camp. Voilà, maintenant c'est quasiment officiel tout ça grâce à l'intelligence artificielle de Google et à ce cher tonton Poutine. En quelques heures, l'extrait est massivement partagé. Des millions de vues en France, en Chine, aux États-Unis et sur toutes les plateformes sociales. It's suspicious, really very suspicious. La propagande anti-américaine se répand sans obstacle dans toutes les sphères d'Internet. Je demande à Poutine quelle vidéo on met. Il dit mettez l'atterrissage sur la Lune. Et là, Google en live dit que la vidéo est fake. L'IA de Google affirme à 100% que la vidéo est falsifiée. Je suis choquée. À 2 ans de la mission qui va ramener l'humain sur la Lune, la théorie du Moon Hoax n'a jamais été aussi présente et ne semble pas près de s'éteindre. Les théories du complot sur l'espace, elles sont tellement énormes, elles sont tellement coûteuses en termes de vraisemblance, que ce sont des machines à capter de l'attention. Et ça peut être une manière, justement, d'entrer en matière, de dire on vous attrape grâce à ça, avec ces contenus-là, pour ensuite vous faire passer à d'autres choses et vous raconter d'autres histoires sur d'autres sujets. Une théorie qui peut également être une porte d'entrée vers un pan bien plus large du complotisme spatial, vers une remise en cause encore plus totale qui concerne notre planète elle-même, notre réalité commune. Je m'appelle Mark Sargent et je suis un recruteur de platistes depuis 9 ans. Quand je dis que la Terre est plate, j'aimerais qu'on s'accorde sur certaines choses. Bien sûr, il y a des montagnes, des vallées, des océans et tout ça. Mais les deux bouts de notre Terre sont au même niveau, comme dans les simulations. Les gens ne le savent pas, mais j'étais producteur de jeux vidéo. Et tous ces jeux sont construits autour d'un espace plat. Donc oui, nous vivons dans un monde plat. La Terre plate, une autre théorie complotiste liée à l'espace dont Mark Sargent est convaincu. Yeah? Seriously? Wait, are you talking about the Flat Earthers cruise? Yes, dude, I just booked a ticket. Why didn't you tell me? I wanted to go on that. Prêt à faire vaciller 2500 ans de consensus scientifique, cet Américain véhicule cette théorie qui se propage massivement ces dernières années. Right? Could not be more flat. Doesn't go like this. Big tobacco, big oil, big round Earth or flat Earth? Yeah. J'ai commencé à m'intéresser aux théories de la Terre plate par pur ennui. Je ne me suis jamais marié, je n'ai jamais eu d'enfant. Si vous connaissez cette situation, vous savez que ça laisse beaucoup de temps libre. J'ai fait comme tout le monde. Je me suis dit, je vais y consacrer un week-end, je regarderai des vidéos, je ferai mes recherches. Tout ira bien. Mais ce week-end s'est transformé en 9 mois. Je me suis réveillé en février 2015 et j'ai dit, OK, je ne peux pas le faire. Je ne peux plus prouver que la Terre est un globe. Il y avait des platistes bien avant moi. La seule différence, c'est que j'ai rendu la théorie plus simple à comprendre. C'est vraiment tout ce que j'ai fait de différent. Selon les platistes comme Mark Sargent, au bout de cette Terre plate se trouve un mur de glace qui empêche l'eau de nos océans de tomber dans le vide. Une représentation de notre planète qui, pour Mark Sargent, se résume sur ce plateau. Donc, voici le modèle de la Terre plate qui fait le plus consensus. Le pôle Nord est au centre. C'est comme une assiette.
Nous serions ici, sur la côte ouest des États-Unis. Ici, il y a le Royaume-Uni et la France serait là. Et tout le reste ressemble à ce que vous connaissez sur un globe. À l'exception d'une chose, l'Antarctique n'est pas un continent couvert de neige de la taille de l'Australie. Non, il s'agit plutôt d'un énorme mur à l'extérieur qui retient toute l'eau des océans, dont la hauteur moyenne est d'un peu plus de 4 km, et qui est si hostile que personne ne veut y aller. La théorie de la Terre plate, c'est l'idée que toutes nos connaissances sont fausses, qu'on nous ment depuis longtemps. Si vous visez en fait l'entièreté de la planète et sa réalité en fait géologique même, vous avez pour ainsi dire atteint une sorte d'aboutissement, de point culminant du complotisme. Chez certains, plus religieux que Mark Sargent, c'est la seule façon d'imaginer le monde. Très souvent, les discours platistes partent d'une interprétation très littérale des textes bibliques, des Écritures. Il y a ça dans l'islam, il y a ça dans le fondamentalisme chrétien également. L'idée que, vu que la Bible ne dit pas que la Terre est ronde, c'est qu'elle doit être plate. Pour beaucoup de religieux, la vérité est ailleurs que dans la recherche scientifique. La vérité est dans le livre, uniquement dans le livre. Ceux qui racontent autre chose veulent nous détourner des véritables savoirs qui sont dans le livre saint, dans la Bible. Mais pour tous, la théorie est devenue une croyance parmi tant d'autres, mise au même niveau que n'importe quelle preuve scientifique. On peut mieux comprendre ce type d'attitude si on les prend non pas comme des croyances, des fausses croyances, c'est-à-dire que ces gens seraient tout simplement dans l'erreur, ils se trompent sur la forme de la Terre, plutôt que comme une démarche collective d'affirmation de quelque chose d'autre. C'est la reprise en main de l'accession et de la production du savoir et de la connaissance qu'on ne veut plus laisser aux seuls experts, aux seules élites, aux seuls intellectuels, aux seuls scientifiques. Pourtant, la forme de la Terre est scientifiquement établie depuis des siècles, bien avant Christophe Colomb, et même bien avant le Moyen-Âge, contrairement à une idée reçue. Dire que le Moyen-Âge croyait en la Terre plate et que Christophe Colomb a fait la démonstration que le monde était sphérique. Alors là, c'est une fake news qui a la peau dure, puisque tous les ouvrages de cosmographie que l'on peut glaner dans l'Antiquité grecque, dans l'Antiquité tardive, les premiers siècles chrétiens, le haut Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, partout, à tout moment, on trouve des encyclopédies qui décrivent ce monde sphérique. Il y a plusieurs méthodes pour expliquer pourquoi la Terre est ronde. On va dire, parce qu'il y a une force qui s'appelle la gravitation, qui impose aux objets de devenir sphériques à partir d'une certaine taille. La Terre fait plus de cette taille, donc elle est forcément sphérique. Donc ça, c'est de la théorie. Après, on peut sinon monter dans un bateau et faire le tour de la Terre. Et on verra bien qu'on retourne quasiment à notre endroit de départ en contournant les continents. Aucun de ces arguments ne convainc les platistes, qui depuis les années 50 sont réunis au sein d'un groupe dont fait partie Mark Sargent, la Flat Earth Society. Il y a aux États-Unis, depuis les années 50, une Flat Earth Society, une société de la Terre plate, qui est d'inspiration fondamentaliste chrétienne. Et les gens qui défendent cette idée-là sont aussi géocentristes. Ils pensent que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre et pas le contraire. C'est une sorte de vision ultra égocentrique de l'univers. C'est de faire tourner l'univers autour de soi. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui sont toujours de l'autre côté, parce que j'ai été comme eux. Ce qui est dommage avec la Terre plate, c'est que lorsqu'on finit par y arriver, on oublie le chemin qu'il a fallu parcourir pour en être là. Et tout d'un coup, on pense pouvoir convaincre tout le monde autour d'un café. Si la théorie est restée marginale dans nos sociétés pendant des années, le plus souvent sujet de moquerie dans la culture populaire, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2016 lui donne un essor sans précédent. La raison pour laquelle la théorie de la Terre plate a connu un regain en 2016,
c'est que nous étions en plein dans la campagne de Donald Trump, qui a abouti à son élection. Cela ne veut pas dire que Donald Trump a créé la théorie de la Terre plate. Cela signifie qu'il a amené un contexte dans lequel toutes les théories conspirationnistes sont devenues courantes. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une longue érosion de la confiance en nos institutions. Les gens ont le sentiment qu'ils ont le droit à leur propre réalité, avec leurs propres sources d'information, et qu'ils ne sont pas obligés d'adhérer à ce que tout le monde croit. So what I'm doing is I'm basically comparing this, globe versus the flat model. This is a Reader's Digest version containing many of the interesting parts of the flat Earth theory. Entraîné par cette libération de la parole conspirationniste, Mark Sergent se sert des réseaux sociaux pour agrandir la communauté des platistes. This is part of a series of clues that can help you get your head around both the design of the flat Earth system we live in. Please feel free to email me. Pour y parvenir, il met en place une stratégie numérique, poster régulièrement des vidéos sur YouTube où il développe à chaque fois, pendant près d'1 heure, sa théorie. This clue covers the near perfect design of the flat Earth model and will break down some of the logic behind the decisions. J'ai fait la chose la plus bête qui soit. J'ai fait une série de vidéos, je les ai mises en ligne et j'ai ajouté mes coordonnées. Je pensais que les gens étaient bêtes, mais grâce à Internet, rien ne reste confidentiel. Tout ce qu'il faut, c'est qu'un mec en sous-vêtements, en plein Nebraska, scotché à son ordi, tombe à 3 heures du matin sur quelque chose. Ça aurait dû s'arrêter là, mais non. D'un coup, les gens ont commencé à m'écrire. Quelqu'un comme Mark Sergent ou les vidéastes platistes se sentent investis d'une mission, d'une certaine manière, de révéler la vérité, en tout cas ce qu'ils ont entrevu de la vérité. Et de cette manière-là, ils se posent un peu en posture héroïque. Grâce au fonctionnement de la plateforme américaine, ces vidéos sont massivement recommandées et atteignent très rapidement des dizaines de milliers de vues. YouTube vous fait voyager à travers son algorithme et il profite de vous sans même que vous vous en rendiez compte. Vous créez un lien uniquement numérique avec un influenceur qui vous dit ce qu'il faut croire, qui vous dit des choses qui vous plaisent. Quand on est sur des sujets aussi fous et dingues que la Terre plate, aujourd'hui, grâce à ce dispositif particulier, cet écosystème spécifique que sont les réseaux sociaux et l'information dérégulée sur les plateformes sociales aujourd'hui, fait que ce type de discours ne se dilue pas comme il devrait se diluer normalement, où chacun devrait croiser quelqu'un qui croit que la Terre est plate, et bien on lui dit « mais t'es dingo mon ami », et ça s'arrête là. Là, ici, ils ont la capacité d'agréger à eux une foule de gens, et donc se crédibiliser, et donc se pérenniser. Si on enlève le facteur YouTube, on n'a pas de développement contemporain de ces idées-là. L'audience de Mark Sergent est telle qu'il est appelé à participer à un documentaire sur les platistes diffusé sur Netflix, mais aussi à des conférences dédiées à la Terre plate au Canada, ou en Nouvelle-Zélande et partout aux États-Unis. Des conférences qui réunissent dans le monde des milliers de personnes. A conference dedicated to people who think the Earth is flat kicks off today. It is happening in Denver. The Flat Earth International 2018 conference is today and tomorrow. Chaque conférence est l'occasion pour lui de relayer ses discours sur ses réseaux sociaux, où il cumule désormais plus de 70 000 abonnés. Et il n'est pas le seul. Hey, Flat Earthers. It's been a while since I posted a video. Dans le même sillage, une multitude de platistes commencent à poster des vidéos sur YouTube. The Earth is flat. Everything else is just details. When you're flying in a plane, you're flying over a plane. Airplane. Do you know what the word plane means? That's a flat surface. Hey, I'm Daphne, and welcome back to my channel. And this is part 27 of my personal Flat Earth experience. Ces nouveaux influenceurs platistes tentent de démontrer leur théorie en menant des expériences sur la forme de la Terre. Des expériences qu'ils présentent comme étant scientifiques. A perfectly flat horizon, rising with the camera as high as we can reach.
Celle que je trouve absolument géniale et qui m'amuse beaucoup, c'est celle de la personne qui montre le décollage de l'avion avec un niveau à bulle, donc avec la bulle inclinée, qui, une fois en vol, montre que la bulle reste parfaitement plate. D'autres utilisent des calculateurs officiels de courbure de la Terre pour montrer qu'à partir d'une certaine distance, il est normalement impossible de voir un objet lumineux, sauf si la Terre est plate. Pour mener leur expérience et prouver leur théorie, ils utilisent un miroir ou un laser et filment leur reflet de loin. En réalité, la lumière de ces objets épouse la courbure de la Terre et est donc visible même à des kilomètres de distance. Over all this flat water, don't we see? Isn't that what we're seeing right now, people? Checkmate. Donc, ce sont des gens qui croient en la méthode expérimentale, mais qui la détournent. Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisent les outils de la science. Donc, c'est pas qu'ils condamnent la science, c'est que simplement leur foi est supérieure à, je dirais, les outils qu'ils utilisent, et ils sont capables de les pervertir, de les tordre pour essayer de démontrer qu'ils ont raison. Beaucoup d'adeptes de la Terre plate se considèrent comme des scientifiques amateurs qui mènent des expériences chez eux. Bien sûr, ce sont des expériences qui ne sont ni scientifiques, ni soumises à la méthode scientifique. Mais dans leur esprit, ce sont des choses tout aussi valables et à prendre au sérieux. Parfois, l'expérience tourne au drame. Comme en 2020, dans le désert de Californie, un passionné de fusée persuadé de pouvoir prouver que la Terre est plate se lance dans une expérience grandeur nature. Ce jour-là, pour démontrer l'absence de courbure, Mike Hughes, alias Mad Mike, monte à bord d'une fusée qu'il a lui-même fabriquée grâce à de nombreux dons de la communauté platiste. Il espère alors pouvoir s'envoler à 1500 mètres pour observer la planète et rapporter la preuve que la Terre est plate. Quelques secondes après le décollage, sa fusée s'échoue au sol. Son parachute s'est déployé trop tôt. Il meurt sur le coup. Les platistes vivent dans un monde désenchanté. C'est une vision tellement pessimiste qui reflète un profond nihilisme et une aliénation de la société. Ils sont persuadés que la science ne peut pas fournir de vérités plus grandes et plus fantastiques. C'est-à-dire que, quel que soit le récit qu'on raconte, l'idée est de détruire le noyau de réalité sans lequel aucun débat démocratique n'est possible, et même sans lequel aucune science n'est possible. La mort de Mad Mike fait la une des médias. Et à cette même période, certaines plateformes sociales ont déjà commencé à prendre la mesure du danger. En janvier 2019, YouTube publie un communiqué inédit. Nous allons commencer à réduire les recommandations de contenu susceptibles de désinformer les utilisateurs de manière préjudiciable, telles que les vidéos vantant les remèdes miracles pour des maladies graves ou qui prétendent que la Terre est plate. YouTube revoit sa politique de recommandation, ce qui dans les faits rend moins accessibles les contenus sur la Terre plate. Très vite, les platistes trouvent une nouvelle plateforme pour diffuser leur contenu, TikTok. New proof of the flat Earth comes from Grotto 1 from a frozen lake in Manitoba, Canada. The identical measurements of the distance between the bases and the tops prove that between the two buildings there is no curvature, proving that the Earth has no spherical shape. Des comptes dédiés à la Terre plate y cumulent désormais des millions de mentions j'aime. Et des milliers de publications contenant des hashtags liés à la théorie platiste sont postées quotidiennement. Ça suggère que le complotisme, ou les théories du complot, c'est un sujet d'avenir. Il y aura plus de gens, proportionnellement, qui croiront que la Terre est plate
dans 20 ans qu'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucune raison objective que cette tendance-là s'inverse radicalement dans les années qui viennent. En France, en 2023, selon un sondage IFOP, un jeune sur 6 de 16 à 24 ans doute de la forme de la Terre et pense qu'elle pourrait être plate. C'est probablement le symptôme de quelque chose de plus profond, probablement, qui est une sorte d'élitement qui fait que on va commencer à croire tout et n'importe quoi, que tous les récits sont sur une sorte de nivellement, si vous voulez, des paroles d'autorité, et une vision, la Terre est plate, vaut celle d'un globe terrestre. Mark Sergeant, dont les contenus sont relayés sur TikTok, n'hésite pas à pousser son raisonnement sur notre univers encore plus loin. Une fois que vous vous êtes engagé sur la route de la Terre plate, votre esprit s'ouvre au champ des possibles. C'est un des effets secondaires du platisme. La Terre plate, c'est notre monde. Au-dessus de ça, il pourrait y avoir deux choses. La première, ce serait l'existence d'extraterrestres, d'une autre civilisation que la nôtre. Et la deuxième, le sens de la vie. C'est tout. Vol ACF 003 en provenance d'Acturus. Zénith de Limoges, au mois de mars 2024. Nous vous prions d'excuser les éventuels retards dus à une grande concentration de vaisseaux à l'approche. Cette autre civilisation, évoquée par Mark Sergeant, est ici une certitude. C'est l'heure du rassemblement qui a sonné, comme au sein des Nations des Étoiles, formons alliance. Pendant 3 jours, un congrès est organisé à l'initiative d'Alliance Céleste, une association basée en Suisse et dirigée par Jean-Michel Raoult, un ufologue à la recherche des aliens depuis des années et qui se dit enseignant en sciences avancées alternatives. L'organisation a un but, préparer les citoyens à une possible arrivée extraterrestre sur Terre. Vous avez aujourd'hui des conférenciers qui viennent et qui s'assemblent pour vous informer et vous laisser l'opportunité de faire votre propre opinion. L'association suisse n'a pas accepté notre demande de tournage. Nous avons filmé à l'intérieur avec un téléphone. Seuls des reporters, embauchés par l'association et présentés comme galactiques, sont autorisés à capter la douzaine de conférences. Eux seuls sont autorisés à filmer, photographier et poser des questions. Parmi les intervenants, des profils controversés. Un proche de la mouvance complotiste QAnon, une reporter galactique ou un médecin spécialisé en communication hypnotique et persuadé que le Covid aurait été modifié en laboratoire avec des séquences du VIH. Quand on lit un peu ce qui est proposé, on voit bien qu'on lorgne vers non pas seulement des 12 illuminés qui nous referaient la soupe aux choux sans la composante intestinale, mais qui racontent tout de même que tout ça, ce sont des gens qu'on vire, que ce sont des anges qui sont là pour nous protéger, qu'on vire vers une sorte de spiritualité un peu étrange. On va monter les énergies surtout parce que plus on monte les énergies, plus les célestes peuvent être à l'écoute, plus ils peuvent localiser une région par exemple qui monte en vibration. Dans la salle, plus de 2000 personnes venues de toute la France et de l'étranger et qui ont payé entre 150 et 190 € leur place. Beaucoup sont déjà persuadés de la présence des extraterrestres et pensent surtout qu'ils vont sauver le monde. Certains, peu nombreux, acceptent d'en parler. Tous les films de science-fiction que tu vois sont réels. C'est des vrais documentaires. Star Wars, Stargate, ça existe tout le temps. Les portails, tout ça, ça existe. D'autres pensent que les vaisseaux des extraterrestres sont déjà au-dessus d'eux. Nous sommes venus ici dans l'espoir justement de suivre l'événement qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire l'arrivée de soucoupes volantes, d'OVNI, au-dessus du Zénith de Limoges. Et j'ai appris ça donc, il y a à peu près 2 jours sur YouTube. Entre 2024 et 2027, c'est très spécial. C'est les grandes relations
et des atterrissages sont prévus aussi. Alors certainement qu'il va y avoir des contacts rapprochés avec des petits groupes au départ. Et d'abord ça commence par des petits groupes, tout ça, comme ça là. Pour le prouver, ils prennent devant le zénith des photos du ciel. À quel endroit c'était? Là, j'ai pris là. Ce n'est même pas tant la nature de la théorie conspirationniste à laquelle ils adhèrent qui est importante, si ce n'est de se retrouver ensemble, parce qu'ensemble, eh bien, ça nous conforte sur le fait que nous savons ensemble que ce qu'on nous raconte est faux. Voilà, ça, c'est les vaisseaux de Pléiadiens, c'est les Pléiadiens. Ça, c'est une des plus marquantes, mais il y en a d'autres. Elle est quand même très visible. Voilà. Hein. C'est des vaisseaux, la journée, tu les vois, sont immenses, c'est 100 fois plus gros qu'un avion. Mais il faut regarder de temps en temps, mais j'en vois une fois tous les 15 jours, un mois. Mais il y a des endroits que je vais, j'en vois, ils se montrent à toi. Si tu veux. Mais tout le monde, si tu veux, c'est quand tu es connecté. C'est-à-dire, tu as lâché prise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, tout est juste, si tu veux. Vous avancez, voilà, les vaisseaux commencent à apparaître. D'accord? Vous les voyez? Ça, c'est les Pléiadiens quand ils sont dans les roses. Voilà. Et ça, ce ne sont pas des nuages? Non. Il faut vous dire que les vaisseaux sont tous enfumés. Voilà. Cette croyance trouve sa source dans le fait que la science n'a jamais prouvé que nous étions seuls dans l'univers. Aujourd'hui, je pense que tout le monde dit que la vie dans l'univers, carrément, pourquoi pas. Et on ne peut pas dire du tout qu'il n'y a pas de vie ailleurs. Aucun scientifique ne pourra jamais certifier qu'il n'y a pas de vie ailleurs. On sait qu'il y a plus de planètes que d'étoiles dans la Voie lactée, par exemple. On pense qu'il y en a peut-être 100 milliards de planètes habitables. Maintenant, pour aller le vérifier, ça va prendre beaucoup de temps. Comme je le disais, les temps sont très longs. Ces planètes dans la galaxie, elles seront plutôt à 100 000 années-lumière de nous. Cette absence de certitude scientifique provoque des questionnements légitimes, jusqu'à basculer dans l'extrême parfois. C'est passionnant les extraterrestres parce que c'est passionnant la question de savoir s'il y a une vie ailleurs, parce que évidemment que c'est une grande question, parce que c'est transcendant, parce que ça pose la question de notre unicité, est-ce qu'on est seul ou pas dans l'univers, etc. Parce que ça pose la question de l'autre, de l'étrange, de l'alien. Là où on franchit le cap du complotisme, c'est quand on pense qu'une vie extraterrestre intelligente est déjà là parmi nous, qu'il y a un grand complot pour nous le cacher. Là, c'est différent. Dans les années 90, Sandrine Quérion, devenue illustratrice aujourd'hui, a fait partie de ces croyants persuadés de l'existence d'un grand complot. Son témoignage décrit un processus d'enfermement où rien ne semblait plus important que de guetter l'arrivée de ces extraterrestres, au point de s'isoler du reste du monde. En fait, ce qui était attrayant dans tout ça, c'est le sentiment d'avoir accès à un savoir caché un petit peu. J'avais conscience d'une vérité que les autres ignoraient parce qu'elle était cachée, mais moi je savais. Lorsqu'elle y adhérait, elle était encore une adolescente rivée à ses livres et à son écran de télévision. La parole sur les aliens dans les émissions est alors complètement décomplexée. Ce n'est pas un poisson d'avril. Un ovni, un objet volant non identifié, a été vu dans plusieurs endroits. Toute une famille de ce petit village de l'Isère affirme avoir vu dimanche dernier un ovni. Sur des plateaux télévisés, le gourou Raël est régulièrement invité pour raconter ses prétendues rencontres avec des extraterrestres. Alors Raël, c'est un surnom d'une certaine façon. Raël, c'est le nom qui m'a été donné par ces êtres de l'espace que j'ai rencontrés, les Elohim. Et alors là, t'es devenu Raël, pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit, arrête ton travail et va de par le monde, porte ce message. Les gens riront au début, mais au fur et à mesure, les gens comprendront. Le problème, c'est que j'en étais arrivée en fait à ne plus croire ce que me disaient mes professeurs, que les historiens mentaient, les scientifiques mentaient. Voilà, qu'il y avait cette idée de ce vaste complot pour nous cacher la vérité sur les ovnis, sur la présence des aliens, etc. Sandrine Quérion finit par s'isoler, obsédée par cette vie ailleurs, refusant tout autre sujet de conversation, persuadée que les extraterrestres allaient venir la chercher. C'était censé atterrir au niveau du terrain de pétanque qui était derrière chez moi, dans mon quartier. C'était très... Voilà. Je raconte ça en rigolant, mais ça a bousillé une partie de ma vie dans le sens où il y a quand même des années un peu sombres en fait pour essayer de remettre de l'ordre dans ma tête. Finalement, après quelques années, elle parvient grâce à son entourage à se défaire de sa croyance et de son isolement. Aujourd'hui, elle s'inquiète de voir cet univers conspirationniste se réveiller.
Ça aurait été maintenant, je pense, j'aurais trouvé forcément une communauté, un groupe Facebook ou des gens qui auraient adhéré à cette vision du monde et peut-être que j'y serais encore maintenant. Quand on regarde sur Instagram et tout ça, quand tu vois le pilote de chasse qui poursuit un objet et quand tu vois l'objet qui ressemble à une secoupe ou à une forme filmée, donc je pense que tout ça c'est vrai. C'est vrai, et je suis sûr que sur les bases américaines top secrètes, ils ont déjà les nouvelles technologies. Ce genre de vidéo, évoquée par ce participant du congrès de Limoges, persuade aujourd'hui de plus en plus de monde. Elle circule déjà en ligne depuis quelques années. Une société américaine dédiée aux ovnis en a fait sa spécialité. En décembre 2017, elle a publié 2 vidéos classées secret défense et les a diffusées sur YouTube. Cette association, créée par le chanteur du groupe de rock américain Blink-182, Tom DeLonge, regroupe des physiciens et au moins un ancien membre des renseignements américains, avec une mission, prouver l'existence des extraterrestres. Cette vidéo montre une image d'objet volant réellement filmé en 2015 sur la côte est des États-Unis par des pilotes de la Navy. Au centre de l'image en noir et blanc, une forme mouvante dont l'origine reste toujours inconnue à ce jour. Voir ces vidéos nous met devant une énigme. Alors, beaucoup d'entre elles sont résolues, mais il en reste un fragment que ni l'armée ni les scientifiques ne peuvent expliquer. Il y a plusieurs possibilités. L'idée qu'il s'agisse d'extraterrestres serait la plus excitante. Mais la plupart du temps, il y a une explication plus conventionnelle. Ça peut être des avions, des ballons, des drones. Très vite, les images que partage le chanteur Tom DeLonge à ses 600 000 abonnés dépassent les centaines de milliers de vues. Et le même jour, sans lien direct, le New York Times révèle l'existence d'un ancien programme du ministère de la Défense chargé d'enquêter entre 2007 et 2012 sur les ovnis. En moins de 24 heures, le succès des vidéos YouTube et l'article du New York Times alimentent l'idée conspirationniste selon laquelle le gouvernement cache des informations sur les aliens. Même si l'article précise qu'aucune preuve n'a été trouvée, des milliers de personnes se mettent à douter. Les recherches sur Google concernant les ovnis explosent. Selon un sondage Ipsos, près d'une personne sur 5 dans le monde croit aujourd'hui à la prochaine arrivée de visiteurs de l'espace, dont plus d'un Français sur 10. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui croient aux ovnis, la communauté scientifique cherche à prouver de toutes ses forces qu'il existe une vie extraterrestre. Donc, l'idée selon laquelle il existerait une vie extraterrestre qui nous est dissimulée par les gouvernants ou qu'on nous cache parce qu'il y a déjà des contacts, elle est délirante à plein d'égards. Parmi ces organismes scientifiques officiels, un est français. Le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Dirigé jusqu'en janvier 2024 par Vincent Coste, l'organisme français a une mission, enquêter sur des phénomènes inexpliqués, signalés par des citoyens persuadés d'avoir vu un ovni. Dans la mission du GEPAN, il y a un volet très important d'informer le public, informer le témoin, bien sûr. On lui donne l'explication que le GEPAN a pu trouver. Il s'agit là d'un exemple de pilote. On voit des points et ces deux directions, voilà, ça traduit bien le reflet du soleil sur des satellites, sur une constellation de satellites. À un signalement, comme celui transmis par ces pilotes, l'organisme en reçoit 700 par an. La croyance existe et elle se respecte profondément. Mais ces phénomènes sont parfois des objets. Donc ça peut être des aéronefs ou tout autre objet dans le ciel, météorite. Mais ça peut être un phénomène complètement immatériel, à savoir un effet lumineux. Oh maman! Mais c'est quoi? Mais c'est extraordinaire! Arrête de hurler comme ça, enfin!
a pas au GEPAN de matériaux, de matériel extraterrestre ou non terrestre ou je ne sais quoi que l'on vous cache. Pourtant, pour beaucoup, l'absence de preuves se transforme en certitude. Certains pensent même que les aliens nous gouvernent déjà. Et que ce sont des reptiliens. Une théorie popularisée par un ancien footballeur anglais, David Icke, et qui a atteint des milliers de vues sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a popularisé une thèse qui date des années 60, selon laquelle l'humanité est en fait dirigée, voire aurait même été créée, par des extraterrestres, mais pas n'importe quels extraterrestres, les Anunnaki, qui seraient des reptiles, en fait. Cette idée des reptiliens repose sur un complot mondial qui se traduirait par les élites de la planète, qui seraient tous, en fait, des extraterrestres. Évidemment, ils auraient un plan de soumettre la population des humains. Selon cette théorie, certains dirigeants pourraient être des extraterrestres reptiliens. Elisabeth II, Barack Obama, Joe Biden ou Emmanuel Macron. On pensait que toutes ces délires autour des aliens étaient passés dans le folklore, qu'on n'en était plus qu'aux productions hollywoodiennes autour de ces sujets-là, et pas que ça devienne de vrais sujets qui interpellent véritablement les politiques aujourd'hui, et que ça devienne un sujet médiatique couvert par les plus grands médias de la planète. We appreciate you all being here today and look forward to your testimony. I'll remind the witnesses that we have read your written statements and they will appear in full in the hearing record. Washington, au Capitole au mois de juillet 2023. The witnesses will please stand and raise their right hands. David Grush, ancien colonel de l'armée de l'air américaine, ici au milieu, est invité à prendre la parole sous serment devant une partie du Congrès américain. Depuis 2020, le Pentagone a mis en place un comité chargé d'enquêter sur les ovnis. Mr. Grush. Mr. Chairman, ranking members. Au bout de quelques minutes, il formule d'étonnantes affirmations. I'm grateful for your time. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. David Grush était un membre du ministère de la Défense qui a annoncé, après avoir pris sa retraite, qu'il connaissait des bases militaires secrètes qui cachaient des vaisseaux spatiaux. Cette histoire est similaire à l'histoire de Roswell, qui a eu lieu en 1947 et qui est assez connue. Un soi-disant vaisseau se serait écrasé et des corps auraient été retrouvés. Mais il n'y a aucune preuve que cela se soit réellement passé. I have to be careful what I say in detail because there is an open whistleblower reprisal investigation on my behalf and I don't want to compromise that investigation. On lui a demandé de fournir des informations plus détaillées. Il a répondu que tout était classifié et qu'il ne ferait que dans le cadre d'auditions classifiées. De ce que j'en sais, David Grush n'a rien révélé d'important. Le jour même, malgré l'absence de preuves concrètes, sa déclaration est massivement partagée sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le hashtag David Grush atteint en quelques semaines 200 millions de vues. Son témoignage tourne en boucle. Au même moment, face à cette montée de la désinformation sur les ovnis, la NASA dévoile un rapport commandé à une commission indépendante, dirigée par le cosmologiste David Spergel. En menant leur enquête, les membres de la commission ont aussi dû faire face à une campagne inédite de dénigrement. Un certain nombre de membres de la commission ont été menacés sur les réseaux sociaux. Alors que notre étude était en cours, David Grush a annoncé que l'armée américaine cachait des vaisseaux spatiaux extraterrestres dans des bases militaires secrètes. Les gens ont pensé que le fait que nous n'ayons pas fait de commentaires signifiait que nous faisions partie de la conspiration. Le rapport de la NASA, écrit par les équipes de David Spergel, est encore une fois sans appel. À ce jour, selon les recherches scientifiques, il n'existe aucune preuve suggérant une origine extraterrestre aux ovnis.
C'est Max Weber qui avait théorisé le désenchantement du monde. En gros, la faillite au XXe siècle, les grands récits d'explication collective, religieux ou séculiers d'ailleurs. Hein. On vit le désenchantement du monde et d'une certaine manière le complotisme, et ce complotisme radical, il vient réenchanter le monde. Il vient mettre de l'extraordinaire et du fantastique là où il y a quelque chose d'assez prosaïque en fait. Donc bien sûr qu'il y a un public pour ça. Ça ne m'embête pas qu'on puisse remettre en cause, qu'une petite quantité de personnes remettent tout ça en cause, pourquoi pas, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. En revanche, ce qui m'embête plus, c'est quand les enfants n'ont pas les outils pour comprendre ces différentes images. Et la seule manière d'y résister ou combattre, si on veut utiliser des mots un peu extrêmes, c'est une douceur d'explication honnête, de vulgarisation, de transmission, d'éducation, et de continuer à avancer comme ça. De la transparence et de la pédagogie, Thomas Pesquet a d'ailleurs une proposition concrète. Il faut essayer d'arriver à convaincre les gens de manière un peu neutre, un peu dépassionnée. Bon, c'est pas forcément facile, mais moi j'invite d'ailleurs les complotistes à mon prochain lancement. S'ils ont envie de venir, je paye pas, c'est eux qui payent. Mais ils peuvent venir, si c'est en Floride, ils viennent sur la plage, tout le monde peut voir les fusées décoller. En ce moment, en Floride, il y en a une par semaine, même plus, 2 par semaine qui décollent. Donc, les gens qui croient que c'est sur fond vert, ils peuvent venir voir. Ils veulent pas venir voir. Mais venez au décollage, franchement venez, nous on accueille tout le monde, ce sera une grande fête. Allez chiche, tous sur la plage en Floride pour le prochain décollage de Thomas Pesquet. Il n'y a pas encore de date, mais on sera là. Thomas Pesquet, l'un des principaux personnages de ce documentaire signé Elsa Guiol et Pierre Zéo avec David Devart. Que penser de la désinformation de l'espace? Pourquoi en faire autant sur les idées saugrenues? Pourquoi tout simplement ne pas les balayer d'un revers de la main? Et au fond, est-ce que c'est si grave de penser que la Terre est plate? Allez, ces questions et bien d'autres, je vais les poser à mes invités, un spationaute, un physicien, un théologien et une journaliste. Bonsoir Jean-François Clairvoy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. S'il y en a un sur ce plateau qui sait et qui a vu que la Terre est ronde, c'est bien vous, astronaute. Vous avez fait 3 missions pour la NASA, vous avez vu la Terre vue du ciel. Vous êtes le seul ici, en tout cas, à l'avoir vue d'aussi haut. Un autre grand scientifique avec nous ce soir. Bonsoir Étienne Klein. Bonsoir. Merci d'être avec nous, physicien, philosophe des sciences, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique. Vous présentez sur France Culture la conversation scientifique. C'est tous les vendredis. On va ensemble parler d'une dimension fondamentale de la science, le doute. Y a-t-il un bon et un mauvais doute? On vous posera tout à l'heure la question. Jacques Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous théologien. La question du doute, bien sûr, elle est importante. Mais il y a aussi, on l'a vu dans le film, la question des gens qui croient fermement que la Terre est plate. Ils n'en démordent pas, c'est une question de foi. La science, doit-elle les convaincre? La science, peut-elle les convaincre? Et comment? Vous nous donnerez quelques éléments de réponse. Et puis, pour finir, s'il y a bien une profession qui est aussi particulièrement confrontée à la question des croyances, parfois même jusqu'à la remise en question des faits, c'est bien celle de journaliste. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Natacha Triou, c'est vous, la journaliste du plateau. Merci d'être avec nous. Vous présentez sur France Culture la science CQFD chaque semaine. Vous nous éclairez sur des tas de sujets, notamment sur l'intelligence artificielle. On en dira un mot en cours d'émission. En tout cas, merci à tous les 4 d'être avec nous pour prolonger la discussion, la conversation, comme on dit chez Étienne Klein le vendredi sur France Culture. J'aimerais commencer par un extrait du documentaire qu'on vient de voir. Après avoir été copieusement insulté, traité de menteur par ceux qui pensent que l'homme n'a jamais mis un pied sur la Lune, Thomas Pesquet a perdu patience. Face à cette vague mondiale, Thomas Pesquet, régulièrement attaqué, décide d'y répondre sur Twitter. Mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça une fois de plus? Bien sûr que oui, l'humain est allé sur la Lune pendant l'émission Apollo et on va y retourner. Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, ça commence à me saouler cette histoire parce que, je sais pas, ça me fait de la peine pour tous les gens qui ont bossé sur la mission et qui sont brillants, qui ont des bonnes valeurs, qui sont positifs, qui investissent énormément. Donc tu peux pas les nier. Je veux dire, c'est trop facile de dire ça n'existe pas. Mais c'est bizarre, des fois, c'est des insultes un peu gratuites. Tu te dis, bon, bah, ouais, ok, les gens qu'on connaît pas, qui t'insultent sur le réseau pour des choses qu'ils connaissent pas, c'est un peu étrange, mais... Alors ça a commencé à le saouler, mais sa réponse a entraîné un nouveau déluge d'insultes. Alors pour certains, s'il se justifie, c'est la preuve que l'institution doit sauvegarder ce grand mensonge. On comprend évidemment l'agacement de Thomas Pesquet, mais je me tourne vers vous, l'astronaute du plateau, Jean-François Clairvoy, est-ce qu'il a raison de répondre? Vous comprenez
sa réponse, mais est-ce qu'il a raison de répondre aux gens qui considèrent que personne n'a jamais mis un pied sur la Lune? Je pense qu'il n'est pas obligé de répondre à tout le monde, mais il peut faire une fois une réponse qui répond à tout le monde. Et c'est d'ailleurs une des questions les plus fréquemment posées aux astronautes. Quand on fait des conférences publiques, la question la plus souvent posée, c'est très clair, c'est ça fait quoi d'être dans l'espace? Les gens veulent savoir si j'étais à votre place. Mais dans les questions qui viennent juste après, c'est des questions sur des théories complotistes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'on on n'a jamais marché sur la Lune? Et on nous demande à nous, est-ce que vous croyez aux ovnis? Est-ce que vous avez rencontré des ovnis? C'est des questions très fréquentes. Donc on répond en conférence, mais maintenant sur les réseaux sociaux, je pense qu'il suffit de répondre une fois et puis après... Et on répond comment? Calmement ou on s'énerve? Là, on sent l'agacement chez Thomas Pesquet. Oui, calmement, il n'y a pas de raison de s'énerver pour ça. Je pense que Thomas, il dit qu'il s'agace, c'est juste parce qu'il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas un agacement qui va lui faire perdre le contrôle de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Étienne Klein, il faut répondre. Il faut répondre une fois, oui, mais ce qui est impressionnant, c'est de voir ce que Umberto Eco appelait la force du faux. Ouais. Le faux est séduisant, et tellement plus séduisant que les arguments de la vérité sont de peu de poids pour certaines oreilles. Pourquoi? Cette force du faux, parce que le faux est séduisant, on a l'impression d'avoir raison contre tout le monde. On peut se renarcissiser en pensant que on a compris quelque chose que les moutons que sont les autres, nous. C'est valorisant. Voilà, c'est valorisant et c'est peut-être le sentiment ou l'expression d'un ressentiment ou d'une frustration qui donne l'impression de reprendre le contrôle sur la vérité. Oui, c'est la force du faux dont je me fais le porte-parole et qui, à ce moment-là, me permet de me mettre en avant et dire « moi, j'ai raison, je connais quelque chose que la plupart d'entre nous ne connaissons pas ». Et le platiste qu'on voit dans le film, il est tout seul au début. Il souffre de solitude, il est isolé socialement. Et grâce à Internet, à YouTube, il crée une communauté. Et je pense que ça lui fait découvrir des amis. Et il découvre d'ailleurs, sans faire de mauvais jeu de mots, qu'il y a des platistes tout autour du globe. Par rapport à la force du faux, justement, ce qu'on voit dans ce documentaire, je voulais aussi vous féliciter. Moi, j'ai adoré le visionnage de ce documentaire. Ça montre que le phénomène du complotisme, c'est quelque chose de très multifacette et multifonctionnel. Et on voit dans le documentaire un Buzz Aldrin qui n'a pas la même patience ni la même élégance que Thomas Pesquet. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il met un coup de poing. À quelqu'un qui va lui demander de jurer sur la Bible qu'il a bien mis le pied sur la Lune. C'est le deuxième homme à l'avoir fait quand même. Et l'autre aspect du documentaire et de ce qu'on voit aussi par l'expérience de Thomas Pesquet, c'est aussi la force et la puissance de ce que c'est l'harcèlement en ligne sur des réseaux comme Twitter. Et encore une fois, on va en parler tout au long de cet entretien, mais la responsabilité aussi des réseaux sociaux dans cette question des théories conspi. Jacques Arnoux, il faut répondre avec douceur à ce genre de... On a entendu à la fin du film répondre avec douceur aux gens qui doutent. Parce que là on vient de montrer un film qui répond de manière rationnelle aux arguments des uns des autres. Comment on doit répondre quand on répond face à quelqu'un qui, les yeux dans les yeux, vous dit ça? Là, vous faites allusion au propos de Christophe Galfard à la fin. Il promeut la promotion de la douceur. C'est pas toujours évident parce qu'il y a des moments où nous sommes en face de gens qui sont tellement assurés qu'ils ont raison, qu'ils vous attaquent et on est dans un combat. Pas sur ces sujets-là, mais sur d'autres sujets, j'en ai rencontré quelques-uns et moi aussi j'ai débarqué avec une certaine douceur. Mais je me suis tellement fait laminer que la fois suivante, je me suis quand même posé un certain nombre de limites en disant il y a des limites qui ne doivent pas être franchies et il y a des choses que je dois affirmer. Alors, non pas que j'ai la vérité, mais en revanche, il y a des arguments que l'autre ne peut pas utiliser. Moi, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on sait tous que la Terre est ronde, mais on n'est pas toujours capable de dire comment on a su qu'elle est ronde dans l'histoire des idées. Parce que ceux qui savent que la Terre est ronde, ils pensent que pendant très longtemps, on a cru qu'elle était plate, et tout d'un coup, révélation, elle est ronde. Mais dans les textes grecs, même dans un texte hindou de 1500 avant Jésus-Christ, on démontre que la Terre est ronde. Il y a eu les éclipses de lune, tout ça est très clair. Mais si vous ne connaissez pas les arguments qui ont permis de le savoir avant de le voir, mais vous êtes fragilisé quand un platiste vient vous balancer des centaines d'arguments auxquels vous ne pouvez pas répondre. Mais là, c'est un argument purement rationnel que vous mettez en face. Je suis désolé. Votre émission s'appelle CQFD. La science donc là, on est, la science CQFD. Donc on est vraiment dans un argument, on répond rationnellement, mais
quand on est face à des gens qui n'ont pas envie d'entendre ces éléments rationnels ou qui en opposent d'autres. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose que vient de dire Étienne qui est très important, c'est l'importance de justement remettre en place la généalogie d'un savoir. Comment sait-on que ce qui a été montré également dans ce documentaire, c'est que le best-seller qu'a été Nous n'avons jamais marché sur la Lune de Kaysing, qui part et qui est très bien déboulonné d'ailleurs, hein, le drapeau, pas de traces, pas d'étoiles, pas de fusée sous le module lunaire. Enfin bref, il y a une sorte d'argumentaire, de multifeuilles argumentatifs. Tout ça, ça montre aussi la méconnaissance de phénomènes physiques et des phénomènes, des lois de la physique. C'est aussi cette méconnaissance-là qui sert également les théories conspirationnistes et en effet la fabrique du doute. Là, vous pointez autre chose, c'est notre faible niveau scientifique. Est-ce que c'est le révélateur de ça? Est-ce que ça raconte ça aussi, cette montée en puissance du doute sur des choses qui étaient plutôt établies globalement? Alors, on peut interroger en effet la bonne visibilité des sciences dans le débat public et même au sein de nos politiques, des connaissances scientifiques auprès des citoyens et des citoyennes. Tout de même, il y a quand même un effet de loupe à cause des réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, par exemple, les 19% de platistes, il me semble, je crois, après les chiffres, les sondages, il me semble que c'est quand même plutôt 9% de la population française qui croit que la Terre serait plate et que ce chiffre-là grimpe quand on regarde en effet les moins de 18 ans. Et ça, les moins de 18 ans, on sait que leur consommation de l'information, c'est les réseaux sociaux, c'est le bouche à oreille. Et donc que les réseaux sociaux ont également une responsabilité sur le fait de faire circuler ces informations-là. Le doute le plus important, c'est sur l'homme sur la Lune. J'aimerais qu'on en dise un mot quand même, Jean-François Clairvaux en particulier. Et alors là, c'est la question qu'on pose tout le temps. Pourquoi on n'a pas réussi à ramener un homme sur la Lune depuis 50 ans, qu'on le propose, mais dans quelques mois, voire quelques années, comme si c'était si compliqué? Pourquoi est-ce qu'on a su faire une chose en 1969 qu'on ne sait plus faire aujourd'hui? Effectivement, beaucoup de personnes pensent qu'on s'y intéresse à nouveau que maintenant. En fait, non, pas du tout. Dans le milieu spatial, on ne s'est jamais désintéressé d'un retour sur la Lune. On aurait dû y rester, mais le programme navette spatiale coûtait trop cher. Donc les Américains ont dû arrêter le programme Apollo, qui devait avoir Apollo 18, 19, 20, qui n'ont pas eu lieu. Et le programme le plus ambitieux de tous les temps, c'est quand même celui lancé par George W. Bush en 2000. Il y a 25 ans, il y a 24 ans. Ça s'appelait le programme Constellation, c'était très très ambitieux, mais tant qu'il lançait rien, on n'en parlait pas, et avant qu'il soit prêt à avoir lancé des vaisseaux, le président Obama est élu, il annule tout. Et finalement, le public n'a jamais entendu parler de ce programme Constellation, mais dans le milieu spatial, on en a entendu parler. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Ma question, c'est pourquoi on savait faire une chose en 69 qu'on ne sait plus faire aujourd'hui? Il n'y a pas beaucoup d'activités humaines qu'on a oubliées. On sait faire aujourd'hui ce qu'on a fait en 69. On veut juste prendre moins de risques. Et on a moins carte blanche financièrement qu'à l'époque. À l'époque, ils ont consommé jusqu'à 4% du budget de l'État. C'est énorme. C'est 10 fois plus. C'était une priorité. Oui, c'était une priorité. Vous dépensez ce qu'il faut qu'on y arrive avant 70. Aujourd'hui, on reste dans une dépense dans les vols habités, y inclut le retour sur la Lune, de l'ordre de 1 euro par an par habitant. L'éducation nationale, c'est 1 000 euros par habitant par an. Donc on s'impose de rester dans un budget qui est très raisonnable par rapport aux autres priorités terrestres. C'est plus la guerre froide, quoi. Oui, voilà. Jacques Arnoux, je reviens sur la question de votre travail. Vous êtes théologien et ça nous a vraiment intéressé de vous avoir ce soir sur ce plateau parce que, en fait, on a en face des gens qui savent la science et des gens qui croient, qui sont persuadés, qui ont une forme de foi dans quelque chose. Tout à l'heure, vous avez dit, et j'ai été étonné de la part d'un homme de foi d'entendre dire ça en disant on doit convaincre les gens, on doit convaincre qu'ils se trompent. Mais quand vous avez en face de vous quelqu'un qui dit que Dieu existe, la science doit répondre, qu'est-ce qu'elle doit faire? Non, mais je vous pousse un petit peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais je vous contredis aussi. Je pense que les scientifiques ne savent pas. Parce que, Étienne Klein, il a levé un œil. Oui. Voilà, même non. Mais bien sûr qu'il y a une science, mais en même temps, au cœur de votre travail, il y a la capacité de douter, de mettre en cause ce qu'on avance. Sinon, vous ne preniez pas de théorie. Donc, vous êtes d'accord? Non. Pas d'accord, c'est bien. Ouais, c'est bien, on va avancer là-dessus. Et en face, les gens qui croient, eux, ils savent. Ils vous disent qu'ils savent ce qu'ils avancent. Et donc, tout le travail, c'est... Et là, dans mes débats avec un certain nombre d'hommes dits de religion ou de croyants, quand je leur dis, mais attendez, dans la démarche de foi que nous pourrions partager,
il y a le doute, il y a la quête. Ah ben non, pas du tout. Il vous affirme que c'est comme ça et que c'est pas peut-être autrement. Donc, c'est là que tout ce débat est assez intéressant. C'est parce que ça déplace pas mal de nos certitudes. Vous êtes en train de me dire que c'est le scientifique qui doute et c'est le croyant qui ne doute pas. Et c'est dans en la fait très bien. caricature que nous sommes en train d'en dresser, oui, d'une certaine manière. Étienne Klein, je vous ai vu un peu réagir quand même. Oui, je vais vous raconter une histoire qui est racontée par Bertrand Russell, qui était un grand logicien du XXe siècle. Voilà, il rencontre un monsieur qui lui dit qu'il y a une théière anglaise qui flotte dans l'espace, dans les confins du système solaire. Ouais. Et Bertrand Russell lui demande, mais comment tu peux me prouver qu'elle existe? Et le monsieur lui répond, prouve-moi qu'elle n'existe pas. La preuve de l'absence, ou plutôt l'absence de preuve, n'est pas la preuve de l'absence. Donc avec ça, on peut tisser des raisonnements complètement tordus. Maintenant, moi, je conteste l'idée qu'on dise la science et le doute. On l'a beaucoup dit pendant le Covid, avec la confusion que ça engendre, qu'on connaît bien. En fait, la science, c'est l'ensemble des bonnes réponses à des questions bien posées. Et les questions qui sont réglées. Quelle est la forme de la Terre? Ronde. Est-ce que l'atome existe? Oui. Est-ce que l'univers est en expansion? Oui. Est-ce que les espèces vivantes évoluent? Oui. Vous avez le droit de contester ces résultats scientifiques, mais vous ne pouvez le faire qu'avec des arguments scientifiques, pas avec votre ressenti, vos croyances, vos préjugés, ni même vos connaissances si elles sont d'un autre champ que celui-là. Simplement, cette science dont on n'a pas de raison de douter, elle pose des questions dont nous savons que nous n'en avons pas les réponses. Est-ce que le neutrino est sa propre antiparticule? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a une vie extraterrestre? On n'en sait rien. Donc on fait des recherches. Donc le doute, c'est le moteur de la recherche. Mais vous voyez que c'est un doute très particulier. C'est pas le doute du sceptique qui doute de tout. C'est le doute de celui qui sait qu'il ne sait pas. Ça, et quand vous confondez la science et la recherche, comme on le fait tout le temps, le doute qui est consubstantiel à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on dit la science, c'est le doute. Mais à ce moment-là, toutes les thèses... La science et la recherche, c'est pas... Le doute, c'est la recherche, c'est pas la science. C'est ça que vous dites. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, que je qualifierais presque de politique, à tenter de convaincre des gens qui sont persuadés que la Terre est plate, que l'homme n'a jamais marché sur la Lune? Et je vous dis pourquoi ça peut être un risque politique, parce que on ne parle plus à ce moment-là de science, parce que c'est des gens qui ne veulent pas parler de science, mais d'un argument d'autorité face à des gens qui considèrent que c'est du bon sens, et donc on tombe dans un débat qui est plus politique que scientifique à ce moment-là. Est-ce que ce n'est pas un risque, ça, du eux contre nous, et finalement, pourquoi ne pas les laisser dans leurs croyances? Pourquoi c'est important? Ça peut faire sourire comme ça. Puis en plus, en termes de conspiration spatiale, il y en a tout un paquet. Hein. La Lune creuse, les visages martiens, enfin tout ça, ça peut porter en tout cas à sourire. Oui. On peut se dire c'est inoffensif, mais en fait c'est grave. C'est grave parce que déjà, être adepte d'une théorie comme le platisme, souvent ça s'accompagne d'une adoption de plusieurs théories conspi, le 11 septembre, parfois même de climato-scepticisme. Et ça, on sait par exemple que ce sont des dangers. Le climato-scepticisme, c'est pas le sujet, mais on sait que c'est un danger pour l'inaction climatique. Et voilà, ça montre que aussi, il y a ce danger-là, la montée du populisme anti-science. C'est aussi quelque chose qui s'accompagne de la montée des populismes. C'est aussi un fonds de commerce politique. Ça a des débouchés politiques. Mais est-ce que c'est... Oui, j'entends bien, mais est-ce que c'est pas aussi un geste citoyen que de douter de la science? On a quand même eu des dérives qui ont pu avoir lieu sur la question des vaccins, par exemple. Ces questions-là, est-ce qu'elles sont illégitimes même de les poser? Parce que c'est la science qui l'a dit. Et qui dit d'ailleurs? Ce que je ne comprends pas, moi, c'est qu'on s'attaque à du lourd. La forme de la Terre, c'est du lourd. C'est pour ça que j'allais un peu ailleurs. On pourrait, par exemple, contester des découvertes récentes, l'existence des trous noirs, ou bien les ondes gravitationnelles, en disant on n'est pas sûr, etc. Mais non, on va chercher quelque chose qui est pour la Terre, archi prouvé, et avec l'idée que si on fait croire aux gens que la Terre est plate plutôt que ronde, alors toutes les autres connaissances... Ah, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est la matrice, quoi. Voilà, c'est la matrice d'une contestation générale qui, à mon avis, vient de personnes, au départ très seules, qui se renforcent par le biais d'Internet, qui créent des communautés, ils font des colloques, ils ont l'impression de sortir de leur solitude par le fait qu'ils rencontrent des gens qui pensent comme eux. Mais vous pointez la crédulité, de ceux qui pensent que la Terre est plate, mais il y a aussi la crédulité de ceux qui pensent que la science est toujours juste. Ce risque-là, vous l'avez éprouvé vous-même, Étienne Klein. On est dans la torpeur, il sait de quoi je vais parler, du mois d'août 2022. Sur Twitter, vous publiez ça. Photo de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 années-lumière de nous.
Elle a été prise par le JWS. Ce niveau de détail, un nouveau monde se dévoile jour après jour. Énormément de gens partagent cette photo. Parce que, non mais c'est intéressant, parce que là, c'est pas des gens qui pensent que la Terre est plate, c'est des gens qui pensent, extraordinaire, donc qui croient, attendez, juste je termine, qui croient en la science. Qui croient en la science. Et puis vous dites, attendez, hop, c'était une blague. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ça? En fait, je voulais montrer que montrer une image, ça ne suffit pas. Il faut expliquer dans quel contexte elle est apparue et ce qu'elle représente. Ce qui était rarement fait avec les images, les premières images du JWST. D'autre part, j'ai pris du chorizo. Voilà, c'est du chorizo. C'est un canular classique. C'est une image qui a été utilisée plusieurs fois. Mais là, elle a eu un succès bizarre. Énorme. Et au bout de 3/4 d'heure, j'ai fait un commentaire en disant, selon la cosmologie contemporaine, il n'existe pas d'objet relevant de la charcuterie ibérique dans l'univers ailleurs que sur Terre. Et donc, ça démontrait que c'était un canular. Et chacun était invité à examiner les biais cognitifs par lesquels il avait été trompé par l'image. En fait, ce commentaire n'a pas fonctionné. Et le lendemain matin, on m'a appelé pour me dire que cette image avait été présentée dans un journal télévisé comme étant la découverte d'une nouvelle étoile. Et après, c'est devenu quelque chose... mais c'est terrible, parce que ça veut dire, ça veut dire qu'on avance dans notre discussion, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que la Terre est plate, mais un scientifique comme Étienne Klein, parce qu'il a l'aura du scientifique, et on a pu le voir pendant la crise du Covid avec des médecins, peut faire passer n'importe quelle idée parce qu'il a une blouse blanche ou parce qu'il a un titre au CEA. Jacques Arnoux. C'est une exception. Non, mais je l'ai regretté parce que dans l'histoire de la physique, il y a toujours eu les canulars. Mais il semble qu'on n'ait plus le droit de faire des canulars, sauf le 1er avril. Parce que justement, il y a un tel entremêlement entre le vrai et le faux, notamment dans les images. Mais vous bottez en touche. Moi, ce que j'essaie d'aller, jusqu'où j'essaie d'aller avec vous, c'est de dire que finalement, la crédulité, elle est de part et d'autre. Jacques Arnoux, comment on entend ça? Parce qu'elle est humaine. On a tous monté des canulars qui ont marché mieux que prévu. Et ça marche. Ça marche bien, là. Non, mais nous pouvons tous en être aussi des victimes. Mais ça fait. Je ne suis pas psychologue, mais ça fait partie aussi de notre nature humaine. Et donc, tout le sérieux avec lequel nous devons utiliser à la fois la communication, les médias, le savoir, les méthodes scientifiques. Comme l'humour, il y en a qui s'arrêtent au premier degré, d'autres deuxième, d'autres troisième. Mais donc ça veut dire, Natacha, oui, allez-y, Jacques Arnoux, terminé. Parce qu'il y a le sujet qui est évoqué avec les extraterrestres, les ovnis. Ce qui est très important, et dans l'expérience que je partage avec les collègues, c'est que nous recevons donc des centaines de témoignages tous les ans de gens qui sont de bonne foi. Il y a très très peu de canulars. Je ne sais même pas si on en a une dizaine sur les 45 ans de fonctionnement du GEPAN. Donc, après, voilà, les gens sont de bonne foi. Ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Ils veulent nous le partager. Et là s'engage vraiment une psychologie qui rejoint « je sais quelque chose, je vivais quelque chose, vous n'avez pas vécu, je suis élu ». Et il faut être extrêmement respectueux avec ça. Pour autant, je maintiens, il y a quand même des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire n'importe comment, parce que ça devient dangereux, et vous le disiez, y compris politiquement. Peut-être que sur nos 3 sujets aujourd'hui, c'est pas trop chargé politiquement. Je n'en suis pas très sûr. Mais comme vous le disiez, un certain nombre de sujets, il y a des ramifications avec d'autres sujets dans le domaine des sciences, qui, eux, ont des enracinements politiques et sur lesquels il faut être quand même extrêmement prudent. Même si sur les sujets du film, on a vu quand même Vladimir Poutine, qui vient souffler sur les braises du complotisme. Les Américains n'ont peut-être jamais mis les pieds sur la Lune. Un seul mot intéressant, dit-il, quand on lui prouve, apparemment c'est une fausse preuve, que Google montre que c'est un faux document. Oui, puis en 2015 aussi, le Kremlin avait demandé une enquête internationale sur l'alunissage américain. Enfin, ça montre aussi que ça vient jouer, je parlais de fonds de commerce politique, c'est aussi du fonds de commerce géopolitique, cette mise en doute. Mais à l'époque, les Soviétiques ont félicité les Américains dès qu'ils ont réussi. Pour moi, c'est le premier des arguments. Les premiers à savoir si ça avait été fake, faux, c'était les Soviétiques qui étaient en compétition. Ils les ont félicités, c'est-à-dire les Soviétiques savaient que ça avait eu lieu. Donc aujourd'hui, on a oublié on oublie le passé, c'est toujours pareil, on oublie l'histoire et ce que les gens ont dit, ont cherché, ont trouvé. Vous êtes tous à des niveaux différents face à du public. Est-ce que vous constatez une hausse du doute sur la science et en particulier sur le sujet qui nous occupe ce soir, sur l'espace? Jean-François Clervat, vous êtes souvent en conférence. Est-ce que vous avez noté depuis des décennies que vous faites cela, une évolution, un changement? C'est plus récemment que j'ai des questions sur le platisme. Et depuis, dans la deuxième moitié de ma carrière, j'ai beaucoup plus eu de questions sur Apollo 11 que dans la première moitié. Pendant 33 ans d'emploi dans la fonction d'astronaute, j'ai dû parler à 1 millier de classes d'élèves, primaires, collèges, lycées, etc. Et les jeunes ne me posaient pas de questions, qui mettaient en doute le fait, je veux dire, il y a 30 ans,
que les Américains s'étaient posés sur la Lune. Mais récemment, oui, souvent. Même question pour les autres. Natacha Trioux, vous sentez aussi que vous êtes de plus en plus en défense d'une démarche scientifique, des résultats de la science? Alors je ne sais pas si juste de mon propre point de vue, c'est quelque chose d'assez pertinent, mais là on a un effet loupe ce soir en s'intéressant à ce 9% de la population, 16% de la population. Après il y a d'autres indicateurs qui sont quand même moins dramatiques que ce qu'on est en train de dépeindre. On voit par exemple, je sais pas, quelqu'un comme Univers Science qui fait le baromètre de l'esprit critique, montre que globalement les jeunes de moins de 25 ans ont très confiance en la parole des scientifiques, que la population globalement a très confiance sur les médias traditionnels comme la presse écrite ou la presse radiophonique. Mais vous n'êtes pas si inquiète? Si, alors c'est évidemment des problèmes qu'il faut prendre au sérieux et en effet, il est très important de défendre une information de qualité sourcée. Étienne Klein, alors là, vous avez des étudiants à Polytechnique Centrale. À Centrale, pardon. Donc pareil. C'est ce qu'on dit à Centrale. Mais pas à Polytechnique. À Centrale, donc des étudiants d'un très bon niveau. Est-ce que vous sentez quand même, chez eux aussi, qu'il y a des interrogations même, cette question-là du doute qui augmenterait, y compris chez vos étudiants? Alors dans les questions qu'ils posent à la fin des amphithéâtres, je remarque pas ça. Sauf une fois, j'avais fait un cours sur la relativité d'Einstein, en expliquant l'histoire, les concepts, les preuves, les implications philosophiques. Et un élève avait levé la main en me disant « Monsieur, je suis pas d'accord avec Einstein ». J'avais trouvé ça intéressant, je lui ai donné la parole pour qu'il s'explique, et je m'attendais à ce qu'il argumente avec... il était juste pas d'accord. Il a dit « Cette dilatation des durées dont je vais parler, je la sens pas ». Et je me disais, comment est-ce qu'on peut avoir assez de narcissisme pour considérer que son ressenti est suffisant pour contester ce qu'un siècle d'objectivation a permis d'assurer. Mais quand même, à Centrale, il y a quand même un respect pour le savoir scientifique. Oui. Par contre, j'ai donné des cours dans une autre grande école, non scientifique, mais commerciale, que je ne citerai pas. Et là, il y a une espèce d'indépendance de la pensée par rapport à la science. Et on s'estime dédouané de l'apprendre au motif que si on est intelligent, on peut penser à côté de la science d'une façon efficace. Avec des questions, monsieur, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que Ce à quoi je réponds, oui, on peut l'imaginer puisque vous l'avez imaginé. Mais la question est de savoir si c'est vrai. Donc l'idée que la science, c'est approximatif, c'est incomplet, et qu'on doit penser en dehors de la boîte, comme on dit. Ça m'inquiète plutôt. Jacques Arnoux, pareil, dans vos prises de parole. Oui, mais n'étant pas scientifique, je ne reçois pas tellement d'écho de la position des gens par rapport aux sciences. Et plutôt positivement, puisqu'on est dans le domaine spatial, du fait de l'actualité, des nouveaux acteurs, il y a un intérêt du public pour ces questions-là, et je trouve un intérêt qui est plus intelligent qu'il ne l'a été il y a une vingtaine d'années quand j'ai commencé sur ce marché-là de l'information. Parce que les gens se posent des questions, alors pas directement sur la science, mais c'est tout ce qui va autour du spatial, enfin l'avenir du spatial. Et là, il y a, ça c'est un peu monsieur éthique qui parle, il y a vraiment aussi le lieu pour un débat, pour des échanges. Alors évidemment, il faut apporter de la matière, à la fois historique, comme disait Jean-François. Non, il y a des choses qui s'enseignent sans se débattre. On ne va pas faire un débat sur la forme de la Terre. Non, mais c'est pour ça que je parle que ce n'est pas le point de vue scientifique, mais dans le domaine spatial en général. Non, mais l'idée que tout est soumis à débat, c'est une catastrophe. Je suis tout à fait d'accord. Mais comment on fait quand les scientifiques ne savent pas? Quand un scientifique me dit désolé, je ne peux pas te dire si la vie extraterrestre n'existe pas. Donc là, c'est un espace ouvert énorme pour dire ils existent et ils sont parmi nous. Mais donc dire la science, elle sait, parfois elle ne sait pas. Est-ce que c'est pas la beauté de la science de dire je ne sais pas aussi? De savoir qu'on ne sait pas. Alors attendez, il faut répéter ça parce que je suis un peu. Est-ce que le fait de savoir qu'on ne sait pas est une gêne existentielle? Comment est-ce qu'on vivrait si on avait réponse à toutes les questions? Et il me semble qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir une réponse à tout. Ils se fabriquent des systèmes qui les rassurent. Mais je pense que la vie est beaucoup plus intéressante si elle intègre dans la façon d'être vécue l'acceptation d'un mystère ou en tout cas d'une énigme. Ça interroge quand même votre voisin. Non, mais ça... théologien qui a longtemps été dans les ordres. Oui, mais quand vous entendez ça, pour moi, ça m'intéresse. Comment vous, scientifique plutôt rationnel, vous entendez ça? Alors, je ne suis pas scientifique, j'essaie d'être rationnel. Vous êtes ingénieur de formation, tout de même. Oui, d'accord. Mais là, je suis tout à fait d'accord avec Étienne. C'est vrai que moi aussi, si tout était calé, su, etc., et puis rien, mais c'est terriblement ennuyeux. Ouais. Mais comme c'était précisé dans le documentaire, il y a aussi ce côté de désenchantement qui aujourd'hui marque notre monde, et la science y a contribué, mais d'une manière positive, et puis les grands mythes se sont cassés la figure, et c'est vrai que face à ça, on se rend bien compte, il y a un certain nombre de contemporains qui ne savent plus où se tourner, et
le discours le plus calé, où justement il n'y a pas de doute, il n'y a pas je ne sais pas, eh bien ça leur convient. Je rencontre des croyants, parce que quand on pose sur des conférences des liens, c'est quelquefois aussi le lien entre justement des croyances religieuses et puis ce que nous dit la science. Mais certains de nos contemporains ont la trouille des extraterrestres, la trouille qu'ils existent, parce que ça mettrait brutalement en cause leurs convictions religieuses. Et la seule idée les fait frémir. Alors quand moi mais peut-être que les extraterrestres croient en Dieu. Alors, ça, c'est une bonne question, mais je te laisse le soin de leur poser la question. On n'apportera pas la réponse ce soir. Merci Natacha Triou d'être avec nous ce soir. La science CQFD sur France Culture, c'est diffusé du lundi au vendredi de 16h à 17h, allez-y. Du lundi au jeudi. Du lundi au jeudi, pardon, de 16h à 17h. Merci Jacques Arnoux des Colonies dans l'espace. L'ultime utopie vient de sortir chez Odile Jacob. Merci Jean-François Clairvoy de nous avoir éclairés de là-haut. Et merci Étienne Klein, votre émission, c'est vous le vendredi, de 16h à 17h également sur France Culture. Ça s'appelle La Conversation Scientifique. Merci à tous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de La Fabrique du Mensonge. Bonne nuit à tous.